Bienvenue à tous. 100% Bénin, une incursion en milieu scolaire à travers le numéro du jour. Effectif pléthorique, déficit criard d'enseignants, insuffisance de mobilier et de salles de classe, fermeture d'écoles par endroits suite aux pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays. Les portes de l'école béninoise à peine ouvertes, mesdames, messieurs, assez de problèmes à gérer, difficile pour le grand nombre de se concentrer sur l'essentiel, l'exécution convenable du programme d'études scolaires. Énorme frayeur et inquiétude de s'emparer alors des enseignants, apprenants et parents d'élèves désemparés pour ceux vivant, bien entendu, la situation. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ceux-là. Rentrée scolaire 2019-2020 au Bénin, un mois après, urgence d'un réajustement du calendrier scolaire. Le regard croisé d'un journaliste d'investigation et d'un enseignant au cours du numéro de 100% Bénin du jour. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Éric Fernand Senou, enseignant du secondaire. Il est le secrétaire général du CINESU Bénin. Éric Fernand Senou, bonjour. Bonjour, monsieur Tondi. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. En face... Ok, le plaisir est partagé. En face de vous, comme je l'annonçais, Ange Banoui, c'est son nom, journaliste, il est analyste. Ange Banoui, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux amis téléspectateurs. Merci de répondre à cette invitation. C'est moi. Oui, mesdames, messieurs, un mois après la rentrée scolaire, l'école béninoise, dit-on, bien loin d'avoir bonne mine. Je me retourne directement vers celui qui peut valablement nous en dire un peu plus, Éric Senou. On peut un trop mauvais ou piètre tableau de la situation que vit actuellement l'école béninoise où il y a vraiment péril en la demeure. Oui, je salue à nouveau les téléspectateurs de Sika TV. Oui, ce que vous venez de dire, c'est la réalité. Et vous avez parlé de un mois après la rentrée. Moi, je dirais plus d'un mois après la rentrée. L'école est en berne. L'école est en berne. Bien que la date de la rentrée scolaire 2019-2020 soit connue par un calendrier scolaire fixé par arrêté ministériel, arrêté interministériel d'ailleurs, nous constatons visiblement que suite aux réformes annoncées, mal pensées et maladroitement mises en œuvre, nous constatons malheureusement que l'école n'a pas encore démarré, plus d'un mois après la date officielle de la rentrée, alors que les autorités ministérielles, les différentes autorités à divers niveaux, par caméra interposée, ont certifié donc de l'effectivité de la rentrée. Vous allez dans les écoles, vous allez dans les lycées, vous allez dans les CEG, vous constatez que les élèves sont livrés à eux-mêmes par manque de professeurs, par manque visiblement de salles de cours, pas manque visiblement d'infrastructures devant les accueillir, pas manque de tout. Ce que nous vivons aujourd'hui, et de mémoire d'enseignants, de mémoire des citoyens tout court, et ça fait très longtemps que nous avons vécu cela, que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. En tout cas, mesdames, messieurs, assez de bruit autour de cette rentrée scolaire qui reste silencieux. Pas si nombreux à garder le silence, à se demander ce qui ne va vraiment pas. Est-ce qu'on ne va pas chercher la petite bête noire là où elle n'est pas? Je vais me retourner vers Ange Banoui du quotidien Actualité qui a beaucoup fait sur ce sujet. Ange Banoui, qu'est-ce que vos investigations ont révélé parlant de la rentrée scolaire de cette année? Écoutez, déjà le mercredi 11 septembre 2019, à l'orée de la rentrée académique 2019-2020, le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimon, en tant que chef de file des ministres des trois ordres de l'enseignement, en conférence de presse conjointe avec son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, a annoncé au grand public que sur environ 3409 salles de classe, que ce serait sur 39 409 salles de classe, que ce serait 36 002 qui devaient être ouverts pour le compte de cette année. Et dans le secteur primaire, en ce qui concerne l'enseignement maternel et primaire, du fait de la réforme
de la fusion de certaines salles, de certaines classes, qui, dans une certaine mesure, n'amènerait pas en tout cas, des communes à perdre des établissements, mais plutôt à ce qu'il y ait, comme on le dit, des classes multigrades qui, aujourd'hui, à l'épreuve de la pratique, ont révélé qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ce niveau-là, parce que les effectifs qui ont été concomitamment mis ensemble à des niveaux donnés sortent l'entendement et mettent véritablement à rude preuve les enseignants qui doivent ployer sous des centaines d'apprenants, parce que, étant donné que la réforme aussi des aspirants est passée par là, et l'autre chose aussi est que bien qu'on soit en cours d'année, il y a des mutations qui sont opérées, et pas plus tard qu'une semaine par derrière, dans un établissement dans l'Ouémé. Une directrice était obligée de nous faire comprendre que il y a eu des enseignants qui sont mutés, qui nous disaient qu'il y a quelques jours, donc en intervalle de 3 à 5 jours, où des gens sont mutés, soit la note de mutation ne leur est pas vite parvenue, ou on ne sait dans quelles circonstances. C'est en plein cours d'année que les gens ont connaissance de leur mutation et ils doivent partir. Et c'est après avoir fini de faire le point que peut-être que le ministère va s'en charger de ces cas-là où il y a des déficits d'enseignants dans des salles, parce que cette dernière, elle est obligée de tenir à la fois une classe de CM2 et une classe de CM1. La classe de CM2 tournait déjà sur au-delà d'une 50aine d'élèves, la classe de CM1 également. Et à un moment donné, elle a expliqué qu'elle était obligée, après avoir cherché peut-être à les mettre ensemble, à constater que ça ne pouvait pas marcher. Donc, elle donne des cours dans une salle, dans la classe de CM2. Quand elle constate que les autres sont occupés, elle retourne au CM1 pour pouvoir donner des consignes aux élèves qui sont, au CM1. Et dans le même cas, il y a une classe il y a une salle où sont fusionnés une classe de C1, E et CE2, où là, les enfants sont pratiquement à 4 par table. Et vous imaginez un seul enseignant face à cet effectif-là, qui doit donner des formations, des enseignements qui ne sont pas les mêmes, à des élèves qui sont de différents niveaux, qui doivent recevoir de différents types de formations, ou bien d'enseignement. Vous imaginez ce que ça donne ? Sans compter avec Dame Nature qui est en train aujourd'hui on reviendra sur ces questions. Vous parlez de questions de fusion de salles de classe, ce n'est quand même pas nouveau. C'est vrai que l'effectif laisse un peu à désirer. Que s'est-il en temps passé ? On sait quand même qu'il y a eu de la préparation. Oui, on est censé faire de la préparation. Et lorsque les ministres sectoriels ont annoncé les réformes, on a attiré leur attention sur le fait que ces réformes ne peuvent aboutir. Vous ne pouvez pas, dans un contexte où les programmes par classe ne sont pas les mêmes, parler de fusion. D'abord, on nous a parlé de fusion des écoles. Lorsqu'on s'est insurgé contre cette manière de faire des réformes, on a dit aucune école ne sera supprimée. Donc, c'est de la ruse qui est allée jusque-là. On a maintenu les écoles, physiquement, vous voyez les écoles, mais on a fusionné les classes. Conséquence, CI et CP se retrouvent ensemble, CE1, CE2 ensemble, CM1 et CM2 ensemble. Et je viens de le dire, ce n'est pas les mêmes programmes. Lorsqu'on fait cette fusion, c'est de nombreux élèves qu'on retrouve devant un maître. L'effectif est pléthorique, alors que, en l'état actuel des tests, pour avoir un groupe classe, c'est validé au niveau du MAMP. Vous pouvez faire vos recherches. C'est 45 élèves dans le contexte de l'approche par les compétences. Et c'est un inspecteur de l'enseignement qui est ministre des enseignements maternels et primaires. C'est un inspecteur. C'est-à-dire que c'est la crème qu'on a placée là. Et pourtant, c'est lui qui insiste et qui met l'école béninoise dans ces conditions, dans cet état aujourd'hui, en insistant sur les réformes qu'on ne devrait jamais faire. Mieux. Non, qu'est-ce que vous appelez réformes qu'on ne devrait jamais faire ? Mais comment est-ce qu'on peut fusionner ? La fusion, ça existe, vous l'admettez, vous le reconnaissez. Maintenant, c'est l'effectif qu'on a aujourd'hui qui pose problème. Même l'approche par compétence n'est pas anti-fusion. L'approche par les compétences, telle que nous l'appliquons, et on nous demande d'appliquer cette approche au Bénin, ce n'est pas comme ça que ceux qui ont inventé cette approche, ce n'est pas de cette manière qu'ils l'appliquent. Vous voyez par exemple qu'à la maternelle au primaire, il y a eu, le gouvernement a déployé toute l'énergie
en temps, en finances, en ressources humaines et autres, pour parler d'évaluation. On a, pour recruter des aspirants, on a recruté des aspirants au profit de la maternelle de primaire. Demandez si à la date d'aujourd'hui, plus d'un mois après, un seul aspirant est utilisé, alors que les maîtres et autres sont insuffisants. Et c'est dans ce contexte que, alors que les gens n'ont pas été fautifs, on suspend à la maternelle et au primaire 257 enseignants qualifiés. Vous voyez? Et c'est les autorités qui prennent ce genre de mesures, en violation des textes de la République. Si vous voulez, on ira dans les détails tout à l'heure. Au niveau de l'enseignement secondaire, on a fait les mêmes tests, on a pris les aspirants pour suppléer donc, au manque ou bien à l'insuffisance d'enseignants, mais les aspirants sont utilisés comment? C'est des réformes qui ont amené à une très mauvaise utilisation des ressources humaines. On ne peut pas, lorsque je prends par exemple le cas d'un titulaire de licence, on ne peut pas lui payer les émoluments. D'abord, c'est 9 mois sur 12, 95 000 francs. La personne, l'enseignant est habitué à composer d'abord dans un bassin pédagogique donné, Cotonou par exemple, et réforme pour réforme, on le mute, on l'a fait de Cotonou jusqu'à plus de 400 km de Cotonou. On a affecté des gens en Dali, on a affecté des gens en Kalalé, on a affecté des gens en Atitengo. Avec les accompagnements qui s'imposent pour ce qu'on a appris. Je vous défie, vous êtes un journaliste d'investigation. Je mets au défi, je suis devant la caméra ici, et je parle, ça engage, mon honneur est mis en jeu. Je dis aucun accompagnement. C'est des gens qui sont sortis de plus de 3 mois sans émolument, sans aucun copec, et ils ne vont pas prendre l'argent tout de suite. Mais à 95 000 francs, on leur demande de quitter Cotonou, par exemple, pour aller à plus de 400 km de Cotonou. Ils vont les affectations dont je parle là sont intervenues bien après la rentrée. Alors qu'on savait que la date de la rentrée est prévue pour le 16 septembre. Je viens de le dire. Vous voyez, quand on parle d'aspirants, au fait, on a changé juste de terminologie. C'est les vacataires. Comment vous pouvez comprendre que, de façon plus ou moins efficiente, on gérait plus de 45 000 vacataires pour suppléer à l'insuffisance d'enseignants, et que ça marchait en griffe, même si c'est en griffe, et que l'État recrute aujourd'hui environ 15 000 aspirants et soit incapable donc de bien les gérer. Vous voyez, comment vous l'expliquez? Moi-même, on n'arrive pas à s'expliquer cela. On n'arrive pas à s'expliquer parce que les ministres sont dotés de cabinets, sont dotés donc de tout l'arsenal au niveau juridique, au niveau administratif, sur tous les plans, pour pouvoir bien faire le travail. Mais nous ne comprenons pas qu'on puisse, dans une nation, on puisse faire ce genre de discrimination dans le traitement des émoluments. Donc la question de déficit d'enseignants pouvait bien être évitée. La question de déficit d'enseignants pouvait être bien évitée. Si vous prenez la loi qui parle de l'orientation, la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin, qui est rectifiée par la loi 2005-33 du 6 octobre 2005, cette loi dit clairement que l'école ou bien l'éducation est la première priorité de la nation. Mais regardez si aujourd'hui, dans notre pays, l'école est traitée comme étant effectivement la première priorité de la nation. Regardez dans quelles conditions les élèves sont. On a montré sur les réseaux sociaux des élèves qui sont dans l'eau. On a montré des enseignants qui sont dans l'eau. On revient sur la question de Dame Nature. Oui, c'est pas fait de Dame Nature. Forcément, des autorités. On y revient, oui. Oui, quand on suit l'enseignant peindre la situation relativement à la question de déficit, est-ce qu'on peut se permettre de dire que là, c'est l'autorité qui n'aura pas suffisamment anticipé? Écoutez, lorsqu'on prend par exemple la question des fusions des salles, oui. C'était une fusion parce qu'il y a ce problème-là aussi. Oui, effectivement, j'en viens. C'est que c'était un mécanisme qui était utilisé de façon informelle au sein des établissements par deux directeurs qui constatent qu'ils ont un effectif un peu réduit de salles d'apprenants dans deux classes qui pourraient être jumelées et qui avaient remarqué qu'il y avait un déficit d'enseignants. Nous avons pu recueillir par exemple le témoignage de deux directrices qui ont reconnu qu'ils avaient eu à faire il y a de cela 4 ans un jumelage CE1, CE2. Et comment ça s'était passé? C'est dit quoi?
le premier complexe, le premier groupe avait un manque d'enseignants pour la classe de CE1 et le second aussi avait également un manque d'un enseignant. Donc, ils sont entendus pour mettre ensemble leurs élèves qui se retrouvaient au CE1 et au CE2 ensemble. Donc, les deux se sont retrouvés dans un seul groupe. Donc, il est arrivé qu'un des groupes n'avait plus de CE1, CE2, mais tous les enseignants. Mais de façon officielle, les enfants n'étaient pas considérés comme n'étant plus dans le groupe de départ. Mais c'est pour leur encadrement que ces enfants, que les directrices se sont entendues pour pouvoir mettre ensemble, fusionner leurs deux groupes au niveau de CE1, CE2 pour pouvoir trouver maintenant un enseignant communautaire à qui ils se chargeaient de payer les frais de leur propre salaire. Les émoluments. Les émoluments. De leur propre salaire. Voilà. Parce que de façon officielle, ils n'ont pas une prime à part pour cela. En tout cas, sur ce que on nous a rapporté. Non plus. Donc, il y a de cela 4 ans, parce que 3 ans, parce que aujourd'hui, suivant l'une des responsables, c'est que certains sont déjà même au CIEM de cette année-ci. Et je vais en venir lorsqu'on en arrivera à tirer peut-être les conclusions sur les conséquences éventuelles. C'est dit quoi? Lorsque cela se faisait de façon informelle, c'était un truchement pour pouvoir compenser un déficit d'enseignants entre des étapes dans des complexes où il y a plusieurs groupes, où les directeurs trouvaient que le mécanisme pour pouvoir s'alléger la tâche, au lieu de prendre peut-être 2 enseignants, trouver les moyens de les rémunérer, ils trouvaient que l'effectif qu'ils avaient, ils pouvaient mettre ça ensemble, et c'était de façon informelle. Alors, si on va officialiser, à formaliser cet informel, c'est que cela risque de porter un coup sur le système éducatif. On aurait peut-être dû mieux faire de chercher à trouver un mécanisme de solution face à ce déficit d'enseignants-là, qui amenait les gens à fusionner, d'officialiser ou bien d'institutionnaliser cette fusion. Parce que c'est une situation qui a conduit à cela. La situation était qu'il y avait un déficit d'enseignants. Et chaque année, le système éducatif évalue le nombre d'enseignants, le besoin en termes d'enseignants, et arrive aussi à savoir quel est le déficit d'enseignants qu'on observe. Alors, pour anticiper, on aurait donc cherché à voir les années qui devaient suivre, comment faire pour combler ce déficit. Et dites-vous que chaque année, il y a de nouvelles instructions dans les établissements. Il y a de nouvelles naissances, donc il y a de nouveaux enfants qui ont atteint l'âge d'aller à l'école. Et donc, si l'année IS, on est peut-être à un besoin de 3 000 enseignants, dites-vous que l'année IS plus 1, on aura 3 000 plus le nombre de nouvelles classes qui seraient créées. Mais si on travaillait sur le nombre de besoins qui existaient et on pensait qu'on peut compenser ce nombre-là en faisant peut-être des jumelages, c'est qu'on serait surpris de se rendre compte que, écoutez, l'effectif devient pléthorique d'année en année, d'autant plus qu'il y a des naissances, il y a de nouveaux enfants qui atteignent l'âge d'aller à l'école. Et au cours des examens, il y a des succès, il y a aussi des non-succès. Donc, tout cela impacte sur la chaîne. Et donc, amène donc à réfléchir à un mécanisme qui viserait non pas chercher à trouver la solution de fusion comme un palliatif, mais chercher plutôt à la question d'enseignants comme palliatif pour pouvoir régler le problème. Parce que ce ne sont pas les salles de classe qui manquent. Vous allez dans des établissements où les gens ont fermé des classes. Ah bon? Ah oui, les gens ont fermé les gens annoncent. C'est-à-dire quoi? Ils ont des salles de classe, mais il n'y a pas d'enseignants pour ces salles. Donc, ces classes-là sont fermées, d'autant plus qu'on a été obligé de rabattre les autres élèves dans un autre, dans un autre groupe, parce que vous avez peut-être un complexe ABC ou bien AB. Donc, comme il n'y a pas d'enseignants et qu'on a été obligé d'amener les enfants du groupe A vers le groupe B, l'autre salle est là, elle ne sert à rien et la porte est fermée. Ça veut dire quoi? Les salles de classe existent, en tout cas dans certains endroits. Okay. Donc, c'est le déficit d'enseignants. Donc, on n'est pas dans des cadres où on dira qu'il n'y a pas de classe et qu'il y a des enseignants, il n'y a pas de classe, donc on est obligé de mettre peut-être 2 enseignants dans une même salle. Parce que moi, il arrivait qu'on puisse avoir une salle avec 2 enseignants. Mais aujourd'hui, même une directrice n'est plus en mesure de rester dans une direction. Elle est obligée, ou un directeur, il est obligé de tenir une classe. Pourquoi? Nous a-t-on répondu? Parce qu'il y a déficit d'enseignants. Il ne peut pas se donner le luxe de rester dans le bureau et de dire qu'il a un directeur ou bien il a un maître au CM1 ou CM2 maître dans les classes. Non. Aujourd'hui, il n'y a plus de directeur dans un établissement primaire. Pas de ça, il n'y avait pas eu. Merci à vous, Ange Ballon. Mais Eric, on n'avait pas eu d'alerte dans ce sens-là, outre mesure, par rapport à cette question de déficit criard qu'on observe actuellement. Si, l'alerte d'alerte pertinente. Si, nous avons toujours sonné mis la main sur la sonnette de la main. Toujours. Il y a eu d'alerte, c'est parce que les autorités
qui nous dirigent en tout cas aujourd'hui, pour le constat que nous avons fait, ne nous écoutent pas. Alors que nous ne sommes pas des plaisantins. Lorsque nous sommes du système, nous sommes dans le système il y a un certain nombre d'années, et nous arrivons à faire des observations, mais au lieu de prendre ces observations en compte, les autorités ne prennent pas ces observations en compte, mais foncent tout droit. Mais quelle est cette réforme qu'on doit faire et qui va amener l'école béninoise à, au lieu d'être ressuscitée, au lieu de mieux se porter, va s'enfoncer davantage? Quelle est cette réforme qu'on peut faire? Où un enseignant sera en train de faire appel, commence par faire appel de ses élèves à 8h et ils sont midi. Mais ça suffit, expliquez-vous. Ça signifie que l'appel à 8h, on finit à midi. Oui, mais ça signifie que l'enseignant a tellement d'écoliers à appeler pour contrôler les présences et les mettre en ordre, tout ça. Plus de 150 élèves, plus de 150 écoliers pour un seul maître. Il va faire comment? Humainement, quelle que soit sa volonté, il ne peut rien. Nous sommes dans ce contexte quand le gouvernement a eu une nouvelle trouvaille. C'était quoi? C'est évaluation. Ce que nous vivons aujourd'hui... L'évaluation a-t-elle d'impact sur ce qui se passe? Mais lorsque vous avez passé tout le temps, vous avez passé toute votre énergie à parler d'évaluation, évaluation qui diagnostique, qui pour les aspirants et autres là, lorsque vous passez tout le temps à parler d'évaluation qui n'existe, la forme que vous voulez faire, par laquelle vous voulez évaluer n'existe nulle part, est totalement illégale, c'est une parodie d'évaluation. Lorsque vous passez tout ce temps, au lieu de prendre en compte peut-être le travail fait par vos directeurs des ressources humaines, en charge des ressources humaines, ou bien la direction de la prospective. Vous savez, il y a l'ami d'en face a parlé donc des statistiques. Toutes les structures existent, le travail est fait en réalité, mais au lieu de focaliser l'énergie sur ça, on a focalisé l'énergie sur la volonté d'humilier les contingents. Aujourd'hui, ce qu'on peut appeler le corps d'élite de l'enseignement au Bénin ce corps d'élite est mis dans des conditions psychologiques anormales. Vous savez qu'on a soumis les gens contre leur gré à plusieurs reprises à des évaluations. Et aujourd'hui, parce que certains, étant des légalistes, se sont opposés à cela, on vient d'en suspendre 503. 503 enseignants dans le contexte que nous sommes en train de décrire aujourd'hui en moins. Pas mesure arbitraire, pas mesure dictatoriale, pas volonté d'humilier et autres, mais sans penser à l'école, ça va aboutir à quoi? Nous ne sommes pas des esprits faibles pour faire de la reptation et autres là. Nous allons toujours dire ce qui est, parce que, comme je l'ai dit, les enseignants ACE promotion 2008 ont été psychologiquement laminés par nos différentes autorités. Et aujourd'hui, psychologiquement même, ils sont pas prêts pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai que, comme je l'ai dit en début d'émission, on a annoncé que la rentrée est effective devant les caméras et autres. Mais si vous allez dans les écoles, les enfants sont livrés à faire des claquettes. On parle de Ubuntu. Ubuntu dans la langue. Oui, je n'avais pas fini. Hein. Vous n'avez pas fini, mais vous venez de jeter une idée. J'aimerais bien avoir la réaction d'Ange Banoui là-dessus. Vous avez comme l'impression qu'effectivement, cette évaluation qui a eu lieu a eu d'incidence sur aujourd'hui la configuration des salles de classe de l'école en termes d'enseignants disponibles? De façon précise, c'est qu'il faut dire que la suspension d'enseignants, dans le contexte que nous connaissons, est un prétexte, sinon est un élément majeur qui pourrait conduire à cela. Mais sur la base des informations que nous avons recueillies sur le terrain, oui. On n'a pas... Je pense que dès la mesure de suspension, les responsables de ce mouvement-là, avec qui on a eu à échanger, ont fait remarquer qu'à une fois suspendu, que les gens étaient restés à la maison. Donc cela voudra donc dire que forcément ça doit impacter. Maintenant, jusque-là, on n'a pas eu un son de cloche des autorités compétentes pour nous dire est-ce qu'ils sont suspendus parce qu'on les suspend peut-être de façon temporaire pour pouvoir peut-être soit ne pas leur donner leurs droits, mais ils vont officier et puis ce serait une sanction, on ne leur paiera peut-être pas ce salaire d'1 mois ou bien de 2 mois, mais ils gardent leur position de classe. On n'a rien eu pour savoir si les gens maintiennent toute leur position de classe ou bien ils sont suspendus, ils restent chez eux. Mais de la part des responsables, de ceux en tout cas qui ont conduit la suspension,
eux autres m'ont fait comprendre qu'une fois que la note est sortie, que les gens sont restés chez eux. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qu'il en est suivi. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est dit que lorsqu'on est dans un système déjà où il y a un déficit d'enseignants, la suspension porterait forcément flanc à ce que nous observons. Parce que si déjà on a besoin de recruter, on a besoin de combler un vide, et qu'il y a des gens qui sont suspendus, cela va de soi qu'on ait un déficit en termes d'enseignants. Donc, voilà. Au regard de vos constats, on aurait dû ne pas prendre l'acte. Emery vous dit, c'est cela? L'acte de suspension, c'est un acte administratif. Je ne suis pas à la place du ministre pour pouvoir décider de qu'est-ce qui doit être fait, mais dans une certaine mesure quand même, si il fallait prendre des mesures, c'est peut-être aussi d'évaluer le contre-coup de ces mesures-là sur le système éducatif, parce qu'on était déjà en début d'année, l'école a commencé, peut-être des gens qui seraient suspendus à la veille, en tout cas à l'avant la rentrée, et si on devait peut-être pouvoir à leur remplacement, ils sauraient que les responsables d'établissement sauraient que on attend à pouvoir à leur remplacement. Mais cette fois-ci, seules les autorités sont à même de nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de cette situation de suspension. Nous promettons, dans les prochains jours, on saura avoir la disponibilité requise de l'autorité habilitée à nous apporter des éléments de réponse. Les démarches n'ont pas manqué, faute de disponibilité. On y va de cette façon d'abord. Ange Banoui, je reste encore avec vous avant de retourner vers l'enseignant. Vous avez observé le phénomène de fusion des salles de classe. En termes d'animation, comment l'avez-vous vécu? Un spectacle quand même acceptable ou il vaut mieux carrément revoir? J'avoue que c'est ce qui se joue là. On est en train de jouer un drame sur l'éducation des générations à venir. Parce que je me suis posé la question de savoir si, en mon temps, j'avais eu peut-être à rester à 4 sur une même table pour pouvoir étudier, si je serais ce que je suis devenu un jour. Parce que l'inconfort des assises, des places, des salles de classe est mieux, l'effectif pléthorique et au-delà, la prédisposition à pouvoir assimiler dans un contexte pareil. Et mieux encore, ce ne sont pas des classes, ce sont des classes multigrades, comme c'est dit. C'est pas que c'est une classe comme on avait eu coutume, peut-être d'avoir une classe de CM1, de CE1, CE2, avec une soixantaine ou bien 80 élèves, mais on a C1, CE2, CI, CP, CM1, CM2. Donc ça me dit quoi? Ça me dit que l'apprenant qui n'est pas... Moi, je me suis même amusé à demander comment est-ce que les enseignants arrivent à s'en sortir. Parce que vous avez deux classes qui ont des programmes différents. Merci. Même si parfois les formations se complètent, parce qu'on s'imagine que quand on finit le CM1 et on va au CM2, c'est pour approfondir les connaissances du CM1. Mais toujours est-il qu'il faut avoir les bases d'abord du CM1 avant d'approfondir. Comme dans d'autres cas, on constate que des enfants qui sont au CM1, lorsqu'on les met ensemble avec ceux du CM2, ils ont des aptitudes et facilement peuvent valablement. Mais ça, c'est des cas d'exception. On ne peut pas faire des exceptions une règle. Donc, si on veut travailler, si on veut véritablement faire un travail sur là, c'est de mettre les formations telles que cela se doit. Maintenant, si on constate qu'il y a un élève qui est au CM1, qui a même d'aller valablement à l'examen, là, c'est autre chose. Là, c'est qu'on a déniché en lui une aptitude. Mais on ne peut pas prendre cette exception-là pour en faire une règle et prendre... Je vous dis, il y a une classe de CE1, CE2. La classe de CE1 faisait 67 et ceux de 64 mis ensemble. Ça fait 121, je pense, si mes calculs sont bons. Élèves dans une seule classe. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y a un cas que la fédération, l'Union des fédérations des écoliers étudiants du Bénin a ramené au cas de l'école primaire Vacon. Là, il faut l'avouer, au retour d'informations sur les lieux, après le parcours, sinon la visite des lieux, et le rapport de la fédération, il s'est avéré qu'il y a eu quelque chose qui a été fait et cette enseignante-là en tout cas cet établissement a été soulagé avec un enseignant. Bon, même si de façon officielle, les gens ne reconnaissent pas que c'est la descente de la fédération, et on se rend quand même compte que
L'essentiel, c'est de porter l'information auprès des autorités compétentes pour qu'elles puissent prendre des décisions le plus tôt possible. Sinon, on se pose la question de savoir quels seraient les résultats en fin d'année. Parce que on appréciera en dernière position l'impact et les conséquences éventuelles de ces dysfonctionnements. Et dites-vous qu'il y a des enseignants qui tombent malades déjà parce que face à l'effectif des taisez-vous, etc., vous savez, surtout le primaire. Le primaire est très demandant, c'est pas comme le secondaire où parfois l'enseignant peut venir dispenser son cours et si les gens font un peu à la tête, il leur dit vous serez évalué dans quelques semaines ou bien à la veille, vous serez évalué. Il sait que c'est quand il rentre chez lui qu'il a des copies à sa charge où il doit s'échiner pour corriger. Mais au primaire, vous devez tenir les enfants en respect de 8h à midi et le soir de 15h à 17h. Et donc, les taisez-vous, les ceci, il y en a qui véritablement prennent un coup par rapport à leur santé. Et là, on risque de souffrir de deux choses. D'un effectif pléthorique et peut-être de finir l'année avec des enseignants qui vont tomber malades, donc ils ne pourront pas dispenser des cours comme cela se doit. Ah oui, le tableau n'est pas reluisant. On espère que les autorités sauront prendre les taureaux par les cornes et peut-être déjà à pied d'œuvre pour ce que nous apprenons. Oui, Eric Senon. Oui, je voudrais remercier mon vis-à-vis qui a parlé du mot drame. Effectivement, c'est un drame qui se joue. Et nous nous demandons, les gouvernants nous dirigent une partie de la population ou bien tout le monde. Parce qu'on gouverne... on gouverne pour aujourd'hui en vue de demain. Mais lorsqu'on met l'école dans ces conditions, lorsque les enseignants sont mis dans ces conditions, je me demande comment est-ce que nous sommes en train de préparer l'avenir de la nation tout court. Et je voudrais en appeler au degré de citoyenneté de chacun. Ce n'est pas seulement que les enseignants qui vont crier pour dire ça ne va pas. C'est toute la population qui, en réalité, devrait constater... Les salles multigrades, aujourd'hui, ici, elles posent problème. Au départ, l'intention de l'autorité n'est pas de faire mal à l'école. C'est pour plus de performance. Mais l'autorité a les moyens de savoir que par avance que ça ne peut pas aller dans notre contexte. C'est de ça qu'il est question. Parce que l'autorité a les structures compétentes pour le savoir. Et mieux, les partenaires sociaux ont toujours joué leur rôle dans ce sens, en disant attention, si vous faites ceci, ça peut ne pas aller. Mais comme c'est des gens les autorités s'entourent de courtisans et autres, que c'est comme ça que ça finit. Je voudrais dire que tout à l'heure, mon vis-à-vis a dit qu'on a suspendu des enseignants qui sont allés chez eux, non, qui ont été invités à rester à la maison. Parce que jusqu'à l'heure où nous vous parlons là, oui, on n'a pas une notification de la décision de suspension à titre individuel. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons. Et ça s'est passé comment? Mais c'est sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp. Non, mais lorsque c'est sur WhatsApp... Sérieusement, oui. Des enseignants qui, par le biais, semblez-vous dire, si ce n'est pas le cas, vous rectifiez, sur les réseaux sociaux, apprennent qu'ils sont suspendus. Oui. Ne font aucune démarche et restent tout bonnement chez eux. Non, ce n'est pas ça. Je vais rectifier comme vous l'avez dit. Vous voyez, si je prends mon cas... vous faites partie du lot. Et comme tout le monde, nous avons commencé la rentrée le 16 septembre. Et ce n'est que, pour ce qui concerne le primaire, ce n'est que vers les 26-27 septembre que la décision a été rendue publique et est parvenue à chacun sur les réseaux sociaux. Pour le secondaire, c'est dans la nuit du 1er octobre. Vous voyez? Donc 2 semaines après la rentrée. Lorsque cela est arrivé, tout bonnement, il y a eu des démarches. Mais puisque ce n'est pas à voir de WhatsApp que c'est arrivé, chaque enseignant concerné s'est rapproché donc, de l'autorité au niveau local pour savoir de quoi cela retourne. Et on dit, les institutions que nous avons reçues, c'est ça. Vous n'êtes plus avec nous jusqu'à nouvel ordre. Et je voudrais dire, c'est là où le drame se joue. La loi, moi je voudrais me baser sur une loi. La loi 2015, pardon. La loi de 2015-592 du 21 novembre 2015 portant statut particulier des corps des personnels enseignants du second degré. On peut lire cette loi-là. La loi 2015-18 du 1er septembre 2017 qui porte son statut général de la fonction publique. Cette loi dispose que lorsque un agent est présumé fautif, vous lui adressez une demande d'explication 3 jours francs après avoir constaté la faute. On prétend suspendre des gens qui auraient refusé
donc de participer à une évaluation. On prétend donc les suspendre. L'évaluation a eu lieu le 7 septembre. Et la suspension est intervenue, signée par les ministres, le 25 septembre. On peut compter le nombre de jours. Ensuite, la demande d'explication devait être antérieure à la décision de suspension. Mais les demandes d'explication sont venues après. Et c'est dans notre administration, et c'est au niveau ministériel que tout cela se passe. Vous voyez que... Et puis, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu boycott d'évaluation dans notre pays. Comment se fait-il que la première édition, où il y a eu boycott, la deuxième édition, il y a eu boycott, alors que tous les enseignants étaient concernés, parce qu'on a désormais ciblé une promotion, ce qui est une maladresse, on prétend maintenant qu'on veut punir. Alors, ça fait 2 poids, 2 mesures. Les dysfonctionnements que vous venez de relever, oui, à savoir la procédure normale à suivre, oui, concilier. Et il faut écouter. Il faut écouter les conseillers, oui, donc les interpeller. Oui. Est-ce que l'autorité a été saisie de ces dysfonctionnements? Car vous l'avez dit, l'autorité, c'est aussi des cadres. Et des cadres qui sont appelés à jouer à divers niveaux un certain nombre de rôles qui peuvent faillir. Qui peut faillir malgré tout l'arsenal dont ils disposent, ces cadres. Mais si ça arrivait, est-ce que vous avez mené la démarche pour comprendre là où le bas blesse éventuellement? Vous comprenez aisément que c'est juste une volonté de milliers d'enseignants béninois aujourd'hui. Et c'est tout ce qui se fait. Vous accrocher à cette idée d'humilier l'enseignant. Non, mais c'est ce que nous constatons. Je vous dis qu'un peu avant la rentrée, il y a eu même des gens parmi les suspendus qui ont été nommés à des postes de responsabilité. Et que plus de 2 semaines après la rentrée, on va sortir la décision de suspension. Vous voyez, il y a beaucoup de dysfonctionnements qui sont notés dans l'école béninoise aujourd'hui. Moi, je me demande, et là je pèse les mots, si on est allé louer des étrangers pour venir diriger le Bénin aujourd'hui. Ça, cette question vaut la peine d'être posée. La réponse, c'est que vous avez en face de vous des Béninois. Oui, mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. Mais lorsqu'on constate ça et on vit ce que nous sommes en train de vivre là, nous nous posons vraiment des questions et nous sommes très déçus par la manière dont l'école béninoise est aujourd'hui gérée, la manière dont les ressources humaines en particulier sont gérées. On ne peut pas, dans un système comme le nôtre, accepter que sur la base d'aucun test, les gens décident sur coup d'humeur, sur coup peut-être de méchanceté et de volonté d'humilier, donc d'organiser des tests qui n'existent pas parce que, tenez, on dit qu'à l'issue de ce test, qu'une partie va devenir fonctionnaire de l'État et l'autre partie va demeurer agent contracté de l'État. Mais aucun test. Si l'autorité sait que c'est une bonne chose pour l'école, l'autorité, dans une démarche pédagogique, informe les acteurs, permet que les acteurs se réunissent pour avoir ce qu'on appelle le consensus, tel que proposé par le Conseil sectoriel pour le dialogue social, qui s'est réuni les 27, 28, 29 juillet 2019 dans le cadre donc, des préparatifs de la rentrée. Et c'est comme ça que ça se passe. D'abord, on a proposé de mettre en veilleuse ce projet pour que tous les contours administratifs et juridiques soient revus. Parce qu'en l'état actuel des tests, ce qui se fait ne doit pas se faire. Et est-ce que vous pouvez comprendre que à l'issue du Conseil des ministres du 11 septembre 2019, le gouvernement lui-même dise ceci, que le reversement a été fantaisiste pour un certain nombre, plus de 5000, et que, tenant compte du fait que les intéressés sont en situation d'emploi depuis au moins 10 ans, le gouvernement décide donc de les maintenir. Donc, on suppose qu'il y a eu des faussaires, des gens qui ont des faux diplômes et autres, là, qui ont couru peut-être pour aller... en tout cas, manifestement, monsieur, les gens qui sont qualifiés, aujourd'hui, sont suspendus. Vous voyez le paradoxe? Tout ceci nécessite encore un petit arrêt pour apprécier ce qui se joue et ensuite apporter aux besoins les béquilles nécessaires pour permettre à cette école de mieux se porter. On n'oublie pas, le Bénin, quartier latin de l'Afrique, cherche depuis peu à redorer son blason et c'est ensemble avec les acteurs et les différentes composantes de la société qu'on y arrivera. Pour l'heure, oui, Ange Banoui, vous avez observé, vous avez commencé par le mentionner, car tous ces problèmes viennent se greffer comme par enchantement le problème des intempéries qui semble compliquer encore la tâche. Écoutez, vous savez, les intempéries, parfois, avec aujourd'hui la technologie, on arrive à pouvoir anticiper dans une certaine mesure. C'est dire que peut-être personne ne pourrait imaginer que
je ne dirais pas, on ne parlera plus de mi-octobre, mais de fin octobre que nous observons ces pluies diluviennes qui s'abattent sur certaines régions du pays. Mais on avait quand même conscience que courant septembre, fin septembre, début octobre, il y avait au moins la montée des eaux dans les bassins versants de nos fleuves, et qui empêchait par exemple les populations des zones lacustres ou bien à faute, qui sont véritablement bien arrosées par ces cours d'eau-là, d'avoir accès dans certains établissements. Et je pense qu'au départ, en début d'année, le ministre Salman Karimou l'avait annoncé que pour ces raisons-là, de la montée des eaux, en son temps, et il y avait eu un début d'inondation avec en tout cas les crues qui avaient commencé à faire déplacer certaines populations, etc., que dans certains établissements, il devait avoir un flottement de la rentrée. C'était bien annoncé que là, maintenant, sur les questions d'inondation, je pense que ce n'était pas aussi trop prévisible. Certes, au cours d'une Ask Government, les échanges sur les réseaux sociaux, il a également annoncé que certes, ce sont les populations qui octroient les endroits, en tout cas l'espace qui abritent les établissements, et ce sont ces mêmes populations qui sont à même aujourd'hui de décider de ce qu'on déplace les établissements ou non, parce que ce n'est pas l'État qui les espaces, sinon les domaines appartiennent à la communauté qui les met à disposition des populations. Certes, ça c'est une réalité, mais l'autre chose c'est que qu'est-ce que nous faisons en termes d'urgence face à la situation aujourd'hui, parce que c'est un fait aujourd'hui qu'avec le réchauffement climatique, comme on l'appelle, ou le changement climatique, chacun choisit le mot qui lui convient, que nous sommes en train de constater des intempéries qui nous amènent aujourd'hui à restructurer beaucoup de choses. Certains parlent même de revoir forcément, comment on dit, l'année scolaire, de revoir pour pouvoir ajuster. Parce que moi, avec le début en octobre, je me suis posé la question, mais les petits-enfants, quand ils vont à l'école sous la pluie, sous la pluie, est-ce qu'ils vont pouvoir assimiler? Qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, le constat est dramatique, voilà, pour bon nombre d'établissements. Les élèves sont carrément restés chez eux. On apprend qu'il y a de ces établissements qui sont devenus des abris pour des populations. L'État est fortement sollicité ces temps-ci. Oui, pour l'enseignant que vous êtes, comment vous vivez encore ce coup de boutoir, mais de la nature, sur une rentrée qui était quand même annoncée sous de bons auspices et qui malheureusement accouche de ce que l'on voit actuellement? Vous savez, moi je vais faire des déclarations que vous pouvez juger de très graves ici. Non, il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire des déclarations qu'on peut faire, pas de déclarations graves, non. Non, vous savez que c'est pour une poignée de Béninois qu'on fixe obligatoirement la rentrée à la date actuelle là. Est-ce que vous savez ça? Comment une poignée? Parce qu'on estime que la caste privilégiée doit pouvoir, après avoir, pour les quelques-uns qui font encore les études ici, devait pouvoir rattraper le calendrier scolaire ailleurs. Alors que nous n'avons pas le même climat. On n'a pas le même climat, c'est ça la réalité. Lorsque vous dites ça, pour des intérêts égoïstes, les gens on ne vous écoute pas par rapport à ça. Aujourd'hui, officiellement, c'est pas ce qu'on a appris, qu'il s'agit d'harmoniser avec l'UEMOA, le calendrier scolaire. Quand vous parlez de l'UEMOA, le Bénin, c'est le Bénin. Le Bénin n'est pas l'UEMOA. Vous savez ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas en s'adaptant ou bien en harmonisant les choses avec l'UEMOA que l'école béninoise va s'en sortir forcément. Aujourd'hui, j'ai l'impression, si Dame Nature fait ce qu'elle est en train de faire, qui a encore les moyens, les gros moyens pour aider à trouver une solution, si ce n'est pas l'État? Donc vous constatez visiblement que c'est une mauvaise volonté, c'est une mauvaise mise en œuvre, donc des actions devant permettre de soulager les populations que nous constatons. Face aux intempéries, vous pensez qu'il y a une solution? La solution, oui, s'il y a des solutions, on peut drainer l'eau. Mais qui a encore les moyens? Il y a eu une abondante quantité d'eau sur le Bénin. Mais toute la partie nous attendons justement vous parlez de l'anticipation. Nous attendons justement la rupture sur ces questions-là. Drainer l'eau pour que les élèves puissent aller à l'école. C'est le gouvernement qui a encore les moyens pour le faire de façon efficiente. Vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, on est encore en début du mois. C'est comme si... Non, mais il faut avoir également peut-être une lecture divine. Et là, vous voyez, on a pris des tests liberticides pour nous donner 10 jours de grève par an. Et comme l'a dit quelqu'un, pour blaguer peut-être, mais c'est une réalité. On dit, mais
On a donné 10 jours aux enseignants, mais la nature elle-même ajoute le reste. Non, mais ça, c'est 2 mois. On a encore 7 mois devant soi. On peut rattraper, n'est-ce pas? Vous pensez que ceci peut vraiment impacter toute une année scolaire? Si, ça va impacter. En plus des problèmes de jumelage, de tout ce qu'on a décrit jusque-là, s'il y a encore Dame Nature qui en rajoute, vous comprenez que ça va impacter. Et quelqu'un, même, sur les réseaux sociaux, a même recommandé de ne même pas chercher à organiser les examens pour l'année scolaire 2019-2020. Vous êtes enseignant, vous pensez qu'une recommandation comme celle-là, ça tient la route? Mais si on n'a pas enseigné comme il faut, on évalue, les examens, c'est des évaluations certificatives. Vous êtes d'accord avec moi? Si on n'a pas enseigné, on va évaluer sur quoi? Votre mot de la fin, de l'autre côté, on m'informe qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, mot de fin par rapport à cette émission. Oui. Je voudrais vous remercier une fois encore de m'avoir invité. Je voudrais solliciter solennellement qu'il faudrait que nous consacrions une émission spéciale pour décortiquer cette affaire de suspension. Et je voudrais, face au drame que vit l'école béninoise aujourd'hui, je voudrais en appeler à la conscience citoyenne de toute la population pour que nous puissions sauver l'école qui aujourd'hui est en train d'être enterrée. Nous devons la sortir donc de ce gouffre-là. Il ressort quand même de la plupart des acteurs, que ce soit les observateurs et les acteurs même du système éducatif, que face aux réformes qui sont projetées ou bien qui se prennent, qu'il faudrait encore aller à des états généraux de l'enseignement, du système éducatif, pour pouvoir véritablement prendre les décisions qui s'imposent. Parce que certes, il y en a eu, mais à chaque fois, tout est dynamique. Et face aux contingences de l'heure, il faudrait s'asseoir, redéfinir ensemble les bases pour que parents d'élèves, enseignants, cadres à divers niveaux et même les apprenants eux-mêmes puissent décider de comment restructurer l'école béninoise et que les décideurs à divers niveaux puissent véritablement écouter ce qui se dit à la base pour pouvoir permettre à l'école béninoise de pouvoir renaître de ses cendres. Merci à vous, Ange Banoui. Merci également à vous, Eric Senou. Chers téléspectateurs, merci pour la disponibilité permanente. Merci à notre réalisateur du jour, Ilano Kevin Achawi. Merci d'avoir été dans notre 100% Bénin. On vous fausse compagnie sur cette citation du philosophe, pédagogue et maître spirituel bulgare, comme on l'appelle, Omran Michael Ivanov. Je le cite, même pour les meilleures choses, le manque de mesure peut s'avérer très dangereux. Merci et bonne méditation chez vous. À très bientôt.